Alors, bon, j'ai eu un petit scrupule au cours de la dernière fois, me rendant compte que peut-être c'était pas particulièrement intégré par plusieurs d'entre vous, donc je vais résumer le propos, ce sera plus simple, et puis en même temps ça me permettra de faire la jonction avec ce qui va suivre. Donc je reprends, alors je m'en excuse pour ceux qui avaient déjà compris le truc, enfin c'est pas grave, l'affaire c'est que voilà, répéter c'est comprendre. Donc nous savons que chez l'animal inférieur, les êtres inférieurs qui n'ont pas d'imagination, au fond, la perception qu'ils ont des choses ne relève que d'une excitation qu'on pourrait appeler aujourd'hui strictement sensorielle, et rien ne prouve qu'à ce stade, ils aient conscience de l'existence de choses à l'extérieur de ce qu'ils perçoivent. Au fond, ils n'ont pas besoin de se poser cette question de vérité, ou si je puis dire, d'objectivité, puisque leur suffit amplement d'être guidés dans leur existence par un certain nombre d'informations sensorielles ou de stimuli qui suffisent amplement à la satisfaction de leur instinct ou de leur vie instinctive. Pour nous qui sommes des animaux, si je puis dire, doués de raison et en fait tournés vers la connaissance, le problème de l'existence d'un monde extérieur à notre perception est au contraire central, bien sûr. Et l'étonnement, effectivement, de la position d'Aristote, c'est de recourir à l'imagination, fantasma, c'est-à-dire faculté des images, pour justement créditer le monde extérieur sensible d'une quelconque objectivité ou d'une quelconque réalité. C'est quand même assez étonnant comme façon de procéder, et on va voir quel est l'argument d'Aristote. Donc, pour résumer mon propos de la dernière fois, je dirais ceci, la sensation implique une certaine image du senti. Alors, ici, je ne fais pas de différence entre sensation ou perception et senti et perçu. On s'en fiche, c'est considérer que les termes sont analogues. Donc, là, ce qui est important, c'est ça. Donc, image, je mets en abrégé, image qui adjoint, qui ajoute, image qui adjoint au senti une certaine, alors justement, une certaine ou un certain sensible commun qui peuvent être ces sensibles communs, donc je le rappelle, la grandeur, le mouvement, la spatialité. Il y en a deux autres que j'ai perdu de vue, mais c'est pas grave, je les ai déjà donnés. Les mouvements. Je l'ai dit. Je vais le dire. Donc bon, je n'en retiens que deux. Voilà, grandeur et mouvement. Ok. Oui. Vous avez lu quelle traduction du De Anima? Parce que celle que j'ai de Tricot. Oui, c'est celle de Tricot. Ah bon? Oui. Pour réussir à trouver votre interprétation sur le texte, c'est assez ardu. Le texte n'explicite pas quelle question de. C'est la difficulté d'Aristote. Il faut lire constamment entre les lignes. Voilà. Et dans un commentateur, il a expliqué que l'imagination, c'était relatif à l'action et pas à l'objectivité. Laissons ça de côté. Là, on s'embrouille inutilement.
Et en plus, d'ailleurs, ça doit être à propos là de la référence à l'autre Aristote qui ne nous concerne pas, c'est-à-dire l'Aristote de la philosophie pratique. Donc on laissera ça de côté, même si c'est tiré du dernier mot. Donc, image qui adjoint au senti un certain sensible commun, donc par exemple ici une certaine grandeur. Donc en fait, on dira il y a une grandeur grâce à cette image ou imagination. Il y a une grandeur, attendez que je revienne, c'est ça, il y a une grandeur du senti. Okay. Alors, oui, je vous en prie. Alors, voilà, quelque chose qui est intéressant, et je l'écris du coup d'une autre couleur exprès. Parce que là, on va voir un élément qui se met en place. Personne ne demande, et a raison, personne ne demande, il y a une structure logique derrière. Personne ne demande combien est grande la grandeur. Pas plus que personne ne demande de combien est petite la petitesse, ou de combien est rapide la célérité ou la vitesse. Ridicule. Ce qui est important, c'est que cette question, elle est relative à des paradoxes que je me contente simplement d'évoquer, je n'ai pas le temps de m'y attarder, qu'on appelle les paradoxes intentionnels, avec un S, pas avec un T. Les paradoxes intentionnels, c'est-à-dire personne ne dira que le vert est de couleur verte. Ça ne veut rien dire. Une salade est de couleur verte. Mais le vert lui-même n'est pas de couleur verte. Le vert n'est pas fait de couleur verte. Sinon, alors, la couleur verte est elle-même faite de vert, qui lui elle-même est faite de couleur verte, et ainsi de suite à l'infini. Donc il y a bien un moment donné où je dois pouvoir faire terminer cette régression sémantique indéfinie, de devoir définir un terme par lui-même. Personne ne demande combien est grande la grandeur. Alors, donc ça, si vous voulez, ça c'est, si je puis dire, l'argument logique. Mais ce que je veux dire, c'est que cet argument logique, il est en prise directe, ensuite vous allez le voir, de ceci, d'un argument. Cet argument logique est en prise directe d'un argument psychologique, à savoir que l'image elle-même n'a pas de grandeur. C'est pour ça que je vous avais dit la dernière fois que je peux faire tomber, si je puis dire, dans mon cerveau, dans, comment dirais-je, l'imagination qui est la mienne, ou de faire tomber dans l'âme, l'univers tout entier. La représentation de l'univers tout entier, sans que cette représentation elle-même ne prenne quelque grandeur, quelque place que ce soit. Bon, c'est aussi simple que ça. Je peux parcourir en imagination autant, j'allais dire, l'infiniment grand que l'infiniment petit, et je ne me heurte là à aucune difficulté, j'ai envie de dire, psychologique. Ça va ? Est-ce que c'est compris ? Oui. Certes, ce n'est pas la même grandeur que celle à laquelle on est confronté quand nous n'imaginons pas. Il n'y a pas de grandeur. Et oui, mais si on se représente l'univers tout entier, on se représente l'univers tout entier. Il y a donc quand même la grandeur de l'univers tout entier. La représentation de l'univers tout entier n'a pas, elle, de grandeur. Elle n'est pas affectée d'une grandeur. Bah alors du coup, on ne pourrait pas représenter l'univers tout entier. Mais si. Il faut bien, même si c'est une image à l'intérieur de notre âme, oui. C'est une image qui... Non.
Non. est vue Non. d'une certaine façon. Non. Non. Tu la vois sans... On la voit sans grandeur. C'est-à-dire que... Même si, parce que de toute façon, déjà, c'est pas vraiment possible d'imaginer l'univers tout entier parce qu'on ne connaît pas tout entier. Mais imaginons la Terre. La Terre, on peut se l'imaginer tout entière. C'est que d'une certaine façon, ça a une grandeur. Non. C'est la, comment dirais-je, c'est la représentation de la grandeur de la Terre où on verra du Soleil que j'ai, sans pour autant que cette représentation elle-même n'ait la moindre grandeur. Faites attention, la grandeur est portée sur l'objet de la représentation, pas sur la représentation. Ça fait partie de ces gymnastiques d'Aristote qui sont épuisantes. Je le reconnais, mais c'est très important. Je répète, la grandeur porte sur l'objet de la représentation, mais non pas sur la représentation elle-même. Sinon, si l'image était affectée d'une quelconque grandeur, alors à ce moment-là, il me serait possible d'avoir une image de la grandeur de l'image, et pourquoi pas une image de la grandeur de l'image, de la grandeur de l'image, et ainsi de suite à l'infini. Je suis pas convaincu, mais je me sens plus. Peut-être pas l'univers ici. Bah non, mais ça, je suis pas en train de dire que... Non, il n'a pas l'univers là dans la tête. Il a une représentation de l'univers, mais qui ne prend... Mais cette représentation, c'est que justement, il y a une représentation, c'est-à-dire qu'il y a une spatialité de l'univers dans l'imagination. Je suis pas juste en train d'imaginer un fond noir, je suis bien en train d'imaginer la Terre ou l'univers. Non. C'est que donc il y a quelque chose. J'imagine une grandeur, mais cette imagination n'a pas de grandeur. Elle n'est pas une grandeur. Pardon ? Elle n'est pas. Mais bien sûr que si. Mais c'est rien. Il n'y a pas de grandeur correspondante à une activité, j'allais dire, intentionnelle. Je ne suis pas du tout certain que, comment dirais-je... Je peux pas dire que je contiens l'univers en moi quand je l'imagine. C'est pas possible. C'est sa représentation que je contiens. Et c'est justement parce que cette représentation, comment dirais-je, n'a pas elle-même de grandeur que je puis contenir toute grandeur ou tout objet. Alors comment est-ce qu'on peut se représenter ? Mais c'est ça la caractéristique de l'imagination. Je répète, c'est ça la caractéristique de l'imagination. La caractéristique de l'imagination, c'est d'affecter à l'objet une image, d'accord, sans pour autant que cette image soit en retour affectée de quelque grandeur que ce soit de l'objet. Oui, donc c'est bien que c'est une image et la chose, mais moi je suis pas en train de dire que la chose elle-même est contenue dans l'image, mais l'image en elle-même, elle existe, est une chose que je peux me représenter en tant que grandeur. C'est une existence, j'ai envie de dire, intentionnelle, mentale, psychique, tout ce que vous voudrez, mais qui n'a pas de dimension physique. Non. Tu lui attribues des caractéristiques Donc, physiques, mais... et donc il n'a pas de grandeur. Je suis jamais en train de dire qu'elle a des propriétés physiques, mais si je Non. m'imagine en train de courir un marathon, je suis bien en train d'imaginer courir un marathon. Il y avait un A, il y a un B, et entre Cette imagination-là n'est pas susceptible d'être elle-même en mouvement. Vous vous représentez Achille courir après la tortue, nous sommes d'accord, mais cette représentation n'est pas elle-même en train de courir. C'est ce que vous répondrez à Aristote. Ben non, bien sûr que... Non, et c'est la raison pour laquelle nous pouvons avoir par conséquent des représentations du devenir et une pensée du devenir. Comprenez bien que si la pensée du devenir était elle-même objet de, on va dire, mobilité, je n'aurais aucun moyen de penser quoi que ce soit. Et ça, je le dois au travail fondamental de l'imagination. L'imagination, c'est la faculté, on va dire, de mettre en image, d'accord, génial, mais en fait, c'est la faculté d'attribuer à des objets
l'imagination. C'est la faculté d'attribuer des objets des sensibles communs, d'accord, sans elle-même être affectée par cette attribution. Et ça, c'est fondamental. Bref, les représentations que nous avons des choses ne prennent ni dans notre âme ni dans notre cerveau quelque taille que ce soit. Et je ne serais pas surpris que si nous devions scanner l'activité, enfin voilà, avoir un scan de l'activité cérébrale d'un cerveau, je ne serais pas surpris qu'il y ait ni plus ni moins d'activité cérébrale lorsque je pense à faire le plein de ma voiture, d'accord, que lorsque je pense à un passage de la métaphysique à commenter. Il y a autant, j'allais dire, de, je sais pas, de calories, de chaleur, de tout ce qu'on voudra dépenser dans un cas comme dans un autre. De sorte que je peux très bien ne penser à rien et pourtant il y a une activité cérébrale toujours en mouvement, ou bien concentrer cette attention sur un texte délicat, et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est toujours la même dépense cérébrale qui a lieu, et je suis bien incapable, et c'est un pied de nez bien sûr à la neurobiologie que nous faisons, je serais bien incapable de détecter dans cette activité cérébrale et dans ces, j'allais dire, ces ondes de chaleur repérées dans le cerveau, finalement, si, oui, ce que je pense exactement. Oui. Et lorsque, par exemple, on va imaginer quelque chose et après on va vouloir le modéliser, c'est-à-dire le modéliser. Oui. Par rapport à cet effort que l'on fait vis-à-vis de l'imagination, c'est un Oui. processus qui vient après à ce moment-là. D'accord, et alors? Non, c'est pour... Ah non, d'accord, ok. Oui, oui, non, d'accord. Ok, donc c'est quelque chose qui vient après. Voilà, il n'y a pas de grandeur physique, je dirais, assignable à l'activité cérébrale. Pour dire les choses simplement. Il n'y a pas de grandeur physique assignable à l'activité cérébrale. Plus exactement, à l'attention cérébrale ou à la concentration cérébrale. Je dis bien que l'activité, cérébrale est corrélée à une dépense d'énergie ou une activité neurologique. Bon, d'accord, donc il y a du physique quelque part, on est bien d'accord. Mais il n'y a pas, de corrélation étroite et a fortiori d'identité entre, ou de correspondance bijective, si l'on veut, entre l'attention cérébrale et, je dirais, la dépense physique elle-même ou sa quantification physique elle-même. Ça, c'est clair. Oui. Et vous êtes sûr de ça? Parce que j'avais lu un article où en fait il y avait des personnes qui devaient justement imaginer qu'ils déplaçaient leurs bras et qui en fait grâce à cette imagination arrivaient à développer leurs muscles, pas à 100%, mais quand même qu'il y avait un pourcentage qui s'est développé. Non, mais moi je parle du cerveau. Enfin... Mais c'est quand même une activité mentale. À partir du moment où j'imagine que je suis en train de faire un mouvement, c'est une activité du cerveau. C'est pas, je suis pas en train Oui, mais le cerveau ne dépense pas plus. Vous comprenez? C'est mon attention qui est fatiguée, si je puis dire, ou l'effort de concentration. Mais, je ne dépense pas plus à me concentrer sur un problème que, que je ne dépense cette énergie à ne penser à rien et à tout en même temps. C'est différent, là, ce dont vous me parlez. Là, il s'agit du lien, en fait, simplement de l'âme au corps. Mais ça, c'est un autre aspect. Bon, je propose, compte tenu de votre objection, je pense avoir répondu. En tout cas, je reste dans un contexte qui est un contexte aristotélicien, on est bien d'accord. Mais je pense que l'élément fort d'Aristote, c'est quand même d'indiquer que cette mise en image consiste à prêter aux choses des sensibles communs sans être en retour affectés, je dirais, par ces mêmes sensibles communs. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Est-ce que c'est compris? Moi, ce qui m'interpelle, en fait, c'est que cette activité, si je puis dire, psychologique, ou cette réalité psychologique-là, est parfaitement
j'allais dire, ancré dans, ou en lien corrélé à un enjeu logique. Et la raison, elle est simple, en fait, c'est que dans les deux cas, nous répondons à quoi? Dans les deux cas, il s'agit de la pensée, quoi. Donc il ne faut pas être surpris de voir que, si je puis dire, des propriétés de la pensée se recoupent autant au niveau logique qu'au niveau psychologique. Il y a quelque chose là qui doit pouvoir nous interpeller. Alors, mais je continue. Donc, l'image elle-même n'a pas de grandeur. Ainsi, le soleil que je vois a telle grandeur, mais la vision du soleil n'en a aucune. Le soleil que je vois a telle grandeur, mais la vision que j'ai du soleil n'en a aucune. Donc, on ne confond pas, je dirais, donc, enfin, si je puis dire, la vision du soleil ne se confond pas avec le soleil que je vois. La vision du soleil, qui n'a pas de grandeur, ne peut pas se confondre avec le soleil que je vois. Donc ici, je fais la différence entre la vision du soleil et le soleil que je vois. Le soleil que je vois et auquel je peux faire correspondre une grandeur quelconque. Et là, la vision du soleil qui n'a aucune grandeur. Donc là, la différence, elle est manifeste. Autrement dit, si je ne peux identifier l'une à l'autre ces deux visions, je ne peux donc pas confondre la chose vue avec son image, mettons, psychologique. Par conséquent, je suis en mesure de pouvoir distinguer entre la sensation et le jugement ou l'opinion, peu importe, l'opinion de cette sensation, l'opinion de cette ou sur cette sensation, de cette sensation. Autrement dit, je vois le soleil, mais je sais que ce que j'en vois ne correspond pas à ce qu'il est. Donc, du coup, je fais la différence entre, si je puis dire, le registre alors de l'objectivité et, si je puis dire, celui de la subjectivité. Ainsi, je fais la différence entre moi percevant et la chose perçue. Et j'en déduis par conséquent l'existence des choses à l'extérieur de ma vision, de ma perception. Vous voyez le rôle fondamental qu'a pu jouer ici, étrangement, l'imagination. Est-ce que c'est compris? Je trouve ça, vraiment, franchement, assez étonnant. Quoi. Non. Il fallait venir au cours de la semaine dernière. J'ai une question. Vous n'étiez pas là au cours de la semaine dernière et on a abordé cette question. Non, justement. C'est Aristote. Bah oui, c'est Aristote. Non, mais... Justement, parce que l'imagination chez Kant, comment dirais-je, ne permet justement pas d'établir l'existence des choses à l'extérieur de moi en tant que cette existence reste pensée par moi. Oui, d'accord, ok, donc la différence c'est qu'Aristote, lui, il est certain qu'il y a l'existence humaine alors que Kant, non. Je ne parle même pas de nous-mêmes là-dedans, on s'en fiche complètement. Non, rien à voir. Je ne l'ai pas fait intervenir là d'ailleurs. Ah, je ne l'ai pas fait intervenir, là, je suis désolé. Non. Oui, non, je suis une question. Alors ce parcours intellectuel, je ne sais pas si c'est pour à chaque fois tester l'évidence de l'objectivité, mais rationnellement, quand il décrit la sensation,
la sensation, il se rend compte qu'elle est ni tout à fait immanente à celui qui sent, c'est en deux sets, la vue et le visible. Donc la sensation n'est ni tout à fait immanente à celui qui sent, et ni tout à fait transcendante à l'objet. Autrement dit, elle conjoint le sujet sentant et l'objet senti, mais elle conjoint quelque chose de spécifique. Elle conjoint une activité du sujet qui passe de la puissance à l'acte et une activité de l'objet qui passe de la puissance à l'acte. Oui, tout à fait. Et donc du coup, l'objectivité ici, elle est assurée par le fait même de la sensation, qui est ni dans le sujet sentant, ni dans l'objet senti. Par l'imagination, en tant que cette imagination. Oui, enfin, par l'imagination, oui. Oui, j'ai compris. Et par la sensation, en tant qu'elle est relayée par l'imagination pour être plus complète. Dans les propriétés chrométiques de la chose, la puissance de se manifester, bon, c'est phénoménologique, c'est pas du tout rationnel, mais s'il n'y avait pas dans la propriété chromatique la possibilité de se montrer, et nous, si on n'avait pas la possibilité d'appeler cette chose à se faire voir, eh bien, il n'y aurait jamais de sensation. Vous m'avez compris. Mais sauf que lui, il fait rationnellement. Moi, je le fais de manière descriptive. Lui, il le dit de façon rationnelle. Bon, je propose de continuer. Non, mais Ce que je voulais remarquer, c'est que c'est le même schéma intellectuel à chaque fois. C'est qu'il y a un objet qui cherche à saisir dans la liaison de deux termes. Laissez-moi continuer. Vous allez vous-même faire l'adaptation à votre remarque. Alors, voilà. L'idée, c'est qu'il y a donc une sorte de connaturalité entre, si je puis dire par exemple, la vision et le visible. Alors là, c'est un schéma hyper classique chez Aristote. Bon, cet aspect sur la perception aristotélicienne, bon, j'aurais pu procéder dans mon cours tout à fait autrement, mais j'ai voulu faire ce détour parce que c'est un aspect qui est souvent laissé de côté lorsqu'on étudie Aristote, alors que bon, ça me paraît quand même un élément d'information très intéressant. Donc, connaturalité entre ce qu'on pourrait appeler la vision, ou la perception, peu importe, et de l'autre côté, le visible. D'accord ? Il y a une connaturalité entre les deux, oui. Il y a une jonction entre les deux qui est, chez Aristote, qui a pour nom le diaphane. Pour le mot diaphanos, c'est en fait autrefois, enfin chez les Grecs, cette espèce de tenture fait en peau de mouton et enduit d'huile qui n'avait pas de vitre à l'époque, qui donc protégeait la maison du vent, de la pluie et des regards indiscrets, mais qui malgré tout était translucide. Donc le diaphane, c'est précisément une surface translucide à travers laquelle je ne vois pas, mais qui laisse malgré tout passer la lumière. Il y a un diaphane ici qui constitue finalement la connaturalité ou l'intermédiaire entre la vision et le visible. En effet, il faut le savoir, comment dirais-je, l'œil est fait d'air et d'eau, d'accord ? L'œil est fait d'air et d'eau, et les choses ne sont visibles que pour autant qu'elles relèvent aussi, ou qu'elles sont faites aussi d'air et d'eau. Voilà, ça c'est. S'il n'y avait pas cet intermédiaire qu'est le diaphane entre la vision et le visible, on ne verrait rien. D'accord ? Bien. C'est évidemment la thèse d'Aristote ici, s'oppose radicalement à la thèse matérialiste qui explique la sensation par le contact. Non, en fait, si justement nous sentons les choses, c'est pas qu'il y a contact, c'est plutôt qu'il y a épaisseur. Et si par exemple je touche un objet, pour passer maintenant au sensible, au tangible, si l'on veut, c'est qu'il y a en fait un corps commun ou une réalité commune entre mon toucher tactile et la chose tangible elle-même. Et ce corps commun, c'est la chair, tout simplement, l'épaisseur charnelle.
Donc on n'est pas dans une logique du contact, on est au contraire dans une logique finalement de la relation différée et de l'épaisseur. Bon, je referme cette parenthèse, ce n'est pas en soi quelque chose qui est très important. Ce qui est important à considérer, c'est que il y a par conséquent entre la vision et le visible un élément commun. Donc cet élément commun, c'est le diaphane, qui peut alternativement, bien sûr, être actualisé en acte ou en puissance, bien sûr. D'accord? C'est par rapport à ce que je viens de dire ou c'est vraiment le cours là? C'est le cours. cours. Je voulais parler, en fait. Oui, c'est le cours. Oui. Merci. Le diaphane en acte donne la vision en acte. Le diaphane en puissance, c'est la vision qui n'est pas encore actualisée, mais qui est potentiellement là. Et si je puis dire, comment dirais-je, l'actualisation du diaphane s'opère par le feu, la lumière, mettons, et le diaphane en puissance restant, lui, bien sûr, l'obscurité. D'accord ? Donc il y a un événement qui est le feu qui produit finalement la vision. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prolonger cette, comment dirais-je, répartition d'actes et de puissance et de considérer, par exemple, ici, la perception en acte, donc, discontinue, avec, ici, j'ai envie de dire, le continu perceptible. Je m'explique. Bon, thèse d'Aristote. Donc, la perception en acte discontinue et le continu perceptible. Je m'explique. Lorsque je vois, bon, c'est Aristote, un grain de mil, un grain de millet, tout petit, hein, c'est en fait une petite graine, toute petite, d'accord ? Je ne vois pas en acte la 10 millième partie du grain de mil, donc cette partie-là, infinitésimale, si je puis dire, échappe à ma vision, bien qu'elle ait été vue en puissance. Ça va? Bien. Autrement dit, l'idée qui est intéressante, c'est que la sensation en acte n'est pas seulement le senti actualisé, elle est aussi en puissance, sensation de son continuum sensible. Elle est aussi en puissance, la sensation en acte est aussi sensation de son continuum, de son continuum sensible. Donc, la sensation accède à l'existence du senti en puissance. La sensation accède à la totalité du sensible. La sensation accède à la totalité du sensible. Oui. Est-ce qu'il y a des visions qui sont totalement en acte? Pardon? Est-ce qu'il y a des visions qui sont totalement Oui, la vision que j'ai totalement en acte, c'est finalement la perception que j'ai des choses, mais qui n'est jamais qu'une perception discontinue. Autrement dit, en fait, l'idée d'Aristote, c'est que ma vision ne se limite pas à telle chose que je vois, mais elle embrasse aussi cette vision, la totalité des choses que je ne vois pas encore en acte, mais malgré tout qui sont portées dans la vision actuelle que j'ai. La vision actuelle, c'est ça. Je vois ça, puis je vois ça. Elle est en fait une vision complètement discontinue. Mais en puissance, ma vision en acte a aussi embrassé, si je puis dire, un visible que je ne vois pas, mais l'a aussi intégré dans sa vision.
Donc, ça veut dire, du coup, que nous avons aussi accès à un sensible dont nous n'avons pas conscience, mais dont nous sommes persuadés, en fait, je répète, de l'existence. Il existe donc, à l'extérieur de ma vision, quelque chose de visible, d'accord? Il existe donc, à l'intérieur, si je puis dire, de ma vision, quelque chose de visible, en puissance, que je ne saisis pas, mais dont je peux assurer donc l'existence, et forcément, puisque je ne la vois pas en acte en tant que telle, dont j'assure l'existence à l'extérieur, si je puis dire, de ma vision. Donc, quand tu dis un axe, c'est quand j'aurais fait le tour de toutes les visions possibles de la chose? Oui, mais seulement je vois ça, puis je vois ça. Or, ma vision ne se limite pas purement et simplement à l'actualité de ce qu'elle perçoit. Elle embrasse aussi la continuité du perceptible. Vous pouvez donner un exemple parce que là, je comprends. Bah, si, c'est l'histoire du grain de millet. Je vois la chose dans sa totalité, mais je ne la vois pas dans ses parties infinitésimales. Bien. Donc, je vois la chose, si je puis dire, dans une actualité discontinue ou diffractée, mais il faut savoir qu'en même temps que je vois la chose en acte, je saisis sa totalité également visible en puissance. Il y a donc quelque chose, si je puis dire, ici, qui existe, indépendamment ou en dehors de l'actualité que j'ai. Donc, indépendamment ou en dehors de l'actualité que j'en ai, ou de la conscience que j'en ai, peu importe, ou de l'acte perceptif que j'ai, ça prouve donc qu'il existe des choses sensibles, visibles, ailleurs, autres, distinctes de la vision actuelle que j'ai. Autrement dit que le visible n'est pas, ici en bleu, le visible n'est pas une suggestion de ma pensée ou de ma vie psychique, d'accord ? Mais à partir du moment donné où le visible se caractérise par une continuité dynamique ou en puissance, je suis bien obligé de lui attribuer une existence qui ne se limite pas, en fait, à l'exercice psychique que j'en ai. Donc du coup, je suis naturellement enclin à déduire l'existence d'un monde extérieur à ma vision par le fait que ce monde-là continue d'exister en puissance, indépendamment de la vision en acte que j'en ai. Et pour reprendre l'exemple tout simple que vous disiez tout à l'heure, ben je sais que cette chose-là existe, ce carafon, cette bouteille, je sais qu'elle existe, parce qu'à un moment donné, je peux bien évidemment détourner mon regard d'elle, sachant que cette bouteille continue d'exister indépendamment de la vision que j'en ai. Je sais que cette bouteille continue d'exister indépendamment de la vision que j'en ai, en raison, en fait, de cette dialectique qu'il y a entre la vision en acte et le visible, qui reste continu, si je puis dire, indépendamment de l'actualité que j'ai de cette vision. Du coup, c'est l'imagination qui comble. Alors là, je ne parlerai pas d'imagination, c'est plus l'imagination qui est en cause. Ça, ce serait le schéma kantien. Ce n'est pas l'imagination qui comble ça. C'est tout simplement, en fait, le diaphane. C'est-à-dire, il existe un élément commun entre la vision en acte et la vision en puissance, qui s'appelle le diaphane, et qui assure la possibilité à cette vision en acte de perpétuellement se déplacer sur ce visible ou ce sensible indéfiniment. Ok, donc le sensible n'est que la partie émergée du réel. Oui, si on veut. Oui, bon, d'accord, si on veut. Oui, d'accord, oui, d'accord. Oui. Là, c'est plus l'imagination qui comble le lien ici. L'imagination m'a servi qu'à distinguer simplement entre ma vision et la chose vue. Ça, après, on referme l'affaire, on passe à autre chose. Ce qui assure ici la connaturalité ou le lien, si l'on veut, entre la vision en acte et le visible non encore vu, c'est ici en permanence le diaphane. C'est bon ? C'est un peu ardu, je reconnais. Mais il y a quelque chose qui précède le donné. L'acte.
Oui, c'est logique. C'est moi qui comprends pas. Quand vous dites que c'est distinct de l'acte, il y a un visible qui est distinct de l'actualité de ma vision, ça veut dire que le donné n'est pas antéléchique. Il y a une différence entre les deux. Cette pratique-là, elle est discontinue, Oui. alors que je suis assuré de la continuité du visible. Donc, ils ne sont pas sur le même registre. Et ce qui est important, c'est donc, par conséquent, que je ne peux pas me persuader que les choses n'existent uniquement que parce que je les vois. On n'est pas du tout dans l'idéalisme de Berkeley, hein, qui, vous savez, Hens égale percipi, enfin, les choses n'existent uniquement parce que je les perçois, et dès que je referme la porte ou sur la pièce que je voyais, peut-être cesse-t-elle d'exister. Cette question-là, en fait, cette sollicitation-là n'a pas de sens pour Aristote, en raison de la dialectique de l'acte et de la puissance. Il y a une continuité du sensible qui, je le répète, précède, si on veut, ou préexiste, ou peu importe, se maintient à l'acte lui-même. Préexiste Oui. à l'apparence. Oui, enfin, ou à la vision, tout simplement, à la vision. En fait, là, on est dans un registre qui est assez clair, qui est ici le divisé, qui n'est jamais qu'une pratique très limitée sur l'étendue d'un divisible que je peux indéfiniment, bien sûr, diviser, sans jamais y venir à bout, bien sûr, sans jamais y venir à bout. De sorte que le divisible ne sera jamais parcouru par la totalité des divisés, ou si l'on veut, le visible ne sera jamais parcouru par la totalité des visions. La preuve, c'est que vous n'avez pas de vision actuelle de la 10 millième partie du grain de millet. Et pourtant, elle est embrassée dans la vision que vous avez de la chose. Donc, jamais une pratique en acte divisé ne se rendra maître, en quelque sorte, du divisible lui-même. Donc, vous ne pourrez jamais faire tomber, si je puis dire, le continu perceptible uniquement dans la conscience ou l'actualité de votre perception. Par conséquent, il n'y a pas moyen de réduire le monde extérieur à la vision, si je puis dire, subjective et intérieure que vous en avez. C'est ça l'argument. En fait, l'argument, il est mathématique. Il n'y a pas de corrélation entre le continu et l'arithmos, le discontinu. Il n'y a pas de, comment dirais-je, de communauté d'écriture entre ce qui est continu et en même temps ce qui est discontinu. C'est pas possible. À partir du moment donné où enfin, je sais pas, j'irais pour dire les choses bêtement, à partir du moment donné où il n'y a pas de bijection entre les entiers naturels et les réels, je suis donc bien obligé de réclamer une distinction entre les deux, et donc par conséquent que le domaine de la vision, ou plus exactement que le domaine du continu, est irréductible au domaine de la vision. Est-ce que c'est compris? Oui. Alors, une vision qui est en puissance, c'est quelque chose que je sais qui existe, mais que je ne l'ai pas vu? Alors, oui, une vision qui est en puissance, oui, d'accord, oui. Je sais à tout moment que lorsque je regarde la classe dans cette dimension-là, que je pourrais exporter cette vision ailleurs, et que donc cette vision-là est toujours possible. Parce qu'il y a un diaphane qui assure le lien entre l'acte et la puissance. Sans que pour autant, je répète encore une fois, ce visible ne bascule dans la totalité de la vision elle-même. C'est logique dans l'ordre de l'être, de la logique. Le visible précède le vu. Si on veut. Il faut qu'il y ait du pouvoir être vu pour qu'il y ait du vu en acte. Oui, si on veut. C'est-à-dire que la vision est toujours pratiquée sur un continuum visible ou sensible. Là, nous sommes d'accord. Et le continuum, est-ce qu'elle atteste l'existence objective? Oui, je répète, par le fait que vous ne pouvez pas réduire ceci, le continu, au discontinu.
À partir de ce moment-là, je peux être convaincu de l'existence des choses, oui, hein, ça par exemple, lors même que je ne le vois pas, ou lors même que je n'en vois qu'un aspect et que je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Et ce n'est pas, et c'est en ce sens que nous nous défaisons tout à fait du schéma kantien, ce n'est pas l'imagination qui me fait faire le tour, vous voyez, au niveau Sartre, par exemple, lorsqu'il a écrit ce texte qui s'appelle l'imagination, qui en fait est une pâle copie de l'Einsbildungskraft de Kant. Le tapis dont je vois les motifs qui se continuent sous la table et qui me sont cachés par la table elle-même, j'imagine que ça continue. C'est pas l'imagination ici qui est invoquée. Faisons bien attention, hein, c'est pas ça du tout. Ce qui est invoqué en fait dans la lettre aristotélicienne, c'est l'irréductibilité, pour donner ce schéma, quoi, hein, des réels aux entiers naturels ou aux rationnels. C'est ça qui est invoqué en fait, pour dire les choses clairement. Et à partir du moment donné où il y a une irréductibilité de cela à ça, je peux donc penser irréductibilité du visible à la vision, donc existence du monde extérieur. Ce qui est marrant, c'est qu'il est... Et je répète, ce n'est pas l'imagination qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est tout simplement la raison mathématique. Ça n'a plus rien à voir avec l'imagination. Je suis donc convaincu que lorsque je vois ceci, il y a une potentialité de la vision qui est attachée à la vision en acte que j'ai de ceci. Il y a une potentialité de la vision qui est en plus attachée à la vision en acte que j'en ai. Ouais, c'est marrant parce que c'est phénoménologiquement juste, mais c'est une déduction rationnelle. Donc ça, c'est une autre affaire. C'est marrant, c'est-à-dire que là, on demande M. Lading cette description-là, il dira oui, tout à fait d'accord, alors que c'est une déduction rationnelle. À aucun moment, il recourt à des... Alors, juste une chose. Il pourrait y avoir dans la salle des esprits sceptiques. Et à dire, oui, mais attendez, qu'est-ce qui m'empêche de considérer que la réalité extérieure ne soit pas purement et simplement limitée à la vision subjective et psychologique que j'en ai, hein, mystère et boule de gomme. Effectivement, là je suis embêté, on retombe dans le fameux doute cartésien, etc. Ben, le motif est ça, c'est qu'en fait, nous faisons bien la différence entre l'obscurité et la vision, la clarté. C'est-à-dire, il y a un événement que je ne peux pas nier, qui est l'existence du feu, qui est c'est on, off, c'est allumé ou c'est éteint. C'est-à-dire, l'événement lui-même, l'éventualité du feu, qui produit la vision en acte ou qui rejette en quelque sorte la vision dans l'obscurité, cet événement-là ne peut pas relever pour moi purement et simplement un schéma uniquement perceptif. Le feu est allumé ou éteint, c'est de cette structure-là, P ou non P. Cet événement-là n'est pas réductible à la perception que j'ai. Si je voulais ramener simplement le feu à allumé ou éteint, purement et simplement à la vision actuelle que j'en ai, je n'établirai jamais ici la disjonction entre P et non P. Il y aurait P, puis après il y aurait non P, je ne ferai jamais le lien entre les deux. Or, il y a un lien entre les deux. Et ce lien entre les deux, c'est quoi ? C'est la réalité. La réalité est de structure alternative. Ou, plus exactement, la réalité est de structure tautologique. Et la structure tautologique du réel, ou la structure tautologique de l'être, c'est irréductible, complètement irréductible, à la sensation actuelle que je peux avoir des choses. Est-ce que vous avez compris ? Là, il y a quelque chose de très fort. Ça, c'est le démenti au doute cartésien. C'est ça.
qui me prouve que les choses que je vois ne se réduisent pas purement et simplement à la représentation que j'en ai. D'accord, on connaît la chanson. Ceci, monsieur Descartes, c'est que la structure tautologique du réel, ou la structure tautologique d'un événement, l'interrupteur est allumé ou il est éteint, le feu est allumé ou il est éteint. La structure tautologique du réel n'est pas accessible à l'acte lui-même de la perception. L'acte lui-même perceptif ne contient pas cette alternative-là. Il ne contient que P, et lorsque j'éteins la lumière, eh bien, je suis ici dans mon P. Là, je suis dans P, si je puis dire. Là, je suis dans non-P. Il n'y a pas moyen, au niveau de la seule vision actuelle, de tenir la structure tautologique de l'être ou du réel. C'est donc bien la preuve, en quelque sorte, que la réalité est porteuse de cette structure tautologique qui outrepasse, qui exorbite, bien évidemment, les capacités, j'allais dire, psychiques, enfin, les capacités, on va dire, les capacités psychologiques de la perception. Est-ce que... Voilà, attendez, il y a plusieurs questions, je ne sais plus. Bon, je vais faire dans cet ordre-là, comme ça, je vais partir du proche pour aller au longtemps. Allez-y. Si j'ai bien compris, en gros, le visible, le visible réel qui existe, mais qui n'est pas l'objet de la perception, il continue d'exister. Ah si, il est toujours l'objet potentiel de la perception. Potentiel. Pas dans l'acte. Donc on peut comparer ça, en fait, à, quand vous avez parlé de la graine, à la structure moléculaire dans la graine, laquelle on ne voit pas tant qu'on n'a pas la loupe. Bien sûr, gros, mais exactement. Tant que ça ne passe pas au microscope électronique, etc. Ça n'arrête pas d'exister si on n'a ça pas... ne cesse pas d'exister, et nous sommes d'accord que ça continue d'être visible. La preuve, c'est que je peux examiner ma graine avec un télescope, un microscope électronique, etc. Bien sûr, le visible continue d'être. C'est bon? Du coup, oui. Juste explicitez-moi la relation avec cet exemple-là, P et non P. C'est juste la vision et la non-vision de la chose, ou est-ce que c'est vraiment l'acte de vision ou non-vision qui... Ok. Bon, c'est d'un haut niveau quand même. Hein. Ouais, enfin, cérébralement, c'est assez chaud. Mais mais alors, attendez. Logique, puissance et acte. Attendez, mais je préfère faire le tour des questions pour essayer, pour éviter que les questions ne se recoupent et que mes réponses se répètent. Hein. Je vous écoute. Déjà, moi je ne serais pas d'accord avec la réalité tautologique, mais après Aristote, il ne pouvait pas savoir la mécanique quantistique, elle a réfuté ça. Il n'y a pas de tiers exclus possible dans les atomes. Mais à part ça, et c'est anachronique parce qu'on parle pas, là on parle d'Aristote, il ne pouvait pas savoir. De toute façon, si on parle de puissance, c'est la puissance de la vision. Alors, qu'est-ce qui certifie qu'il y a une existence des choses? À part, vous dites, quand on regarde en choses, les choses continuent d'être visibles en puissance. Elles continuent d'être visibles en puissance. Et alors? Elles continuent d'être phénomènes. Elles ne sont pas des réalités. On ne peut pas détacher la vision de l'existence dans votre discours. C'est-à-dire, vous certifiez l'existence des choses par la perception. Non. Ah bah non. Ah non, non, là, vous ne m'avez pas compris. Mais quand même, c'est toujours visible. Je veux dire, si c'est visible en puissance, c'est visible en puissance. Il n'existe pas par soi-même. C'est toujours en ce qui concerne l'œil, ou la perception, ou le toucher, ou la sensation en général. Non, là, on ne s'est pas compris. Et le texte apporte une réponse à ces questions assez simple. C'est qu'il y a une conjoint. Il parle de conjoint. Conjointement, il dit dans la traduction. Il faut qu'il y ait un sujet, un objet, et c'est dans la relation entre les deux qu'il y a l'événement de la sensation. Rien que ça montre qu'on ne peut pas être dans l'immanence du sujet sentant pur et dur. Il y a un accès à la transcendance, qu'il appelle la puissance et l'acte de l'objet. Cet accès à la transcendance, c'est ça, c'est la fonction tautologique. Alors, je reprends sur la première partie de votre remarque quand vous me parlez j'allais dire, de structure statistique du réel. Attention.
il n'y a pas de structure objectivement statistique ou ontologique du réel. Dieu ne joue pas au dé, enfin, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que c'est nous qui portons une représentation statistique pour X raisons du réel, mais le réel lui-même n'a pas... Il garde un comportement déterministe. Il n'est pas objectivement dans la probabilité. Clairement, il n'existe pas dans le domaine de l'existentiel ou de l'être, il n'existe pas d'indécidabilité. L'indécidabilité n'existe que pour nous. Jamais dans le réel vous trouvez une structure indécise ou plus exactement indécidable. La lumière elle-même, la double nature, laquelle choisir? L'onde Ou les corpuscules. Mais ça, c'est notre finitude à nous. Ça relève, cette lecture corpusculaire ou ondulatoire de la lumière relève de, comment dirais-je, notre propre approche de la lumière. Mais je doute que dans le réel, la lumière se trouve dans une situation d'hésitation à ne pas savoir si elle est onde ou corpuscule. Monsieur, elle n'est pas consciente de ce qu'elle est. Non, mais vous ne m'avez pas compris. Ou alors vous m'avez très bien compris, mais voilà, je ne me trouve jamais dans le réel, enfin, le réel ne se met jamais dans une situation d'indécidabilité objective. En fait, bon, moi je suis plutôt d'accord avec l'inversement de ce que vous dites. C'est-à-dire, nous, on a la commodité de penser les choses out. Soit elle est comme ça, soit elle n'est pas comme ça. Et ça dépend de nous. Alors que la réalité, peut-être, elle est différente. Ah bah non, je suis désolé. On ne pourrait pas dire que la réalité, elle est toujours dans l'acte, elle n'est pas en train de considérer les puissances qui font changer, par exemple. C'est pas parce que la réalité peut être, c'est pas parce qu'il peut y avoir une dimension de puissance ou dynamique de la réalité que du coup la réalité n'est pas de structure tautologique. Elle est de structure tautologique. J'ai toujours pas compris la structure tautologique. Bon, mais C'est une tautologie, P ou non P. dans tous les cas, Je sais lire, je peux comprendre. Ah, ça veut dire non Je vois pas le contradiction. rapport entre les deux. Enfin, je vois pas l'intérêt intellectuel. Mais attendez une seconde. Je pense que vous attribuez faussement. Je pense que vous attribuez faussement au schéma de binarité chez Aristote une considération, je dirais, logiquement pauvre, alors qu'il me semble que si la logique est pertinente et si le réel est effectif, au sens allemand de Wirklichkeit, s'il y a une effectivité de la réalité, c'est précisément parce qu'elle entre dans un mode qui est un mode de binarité. C'est-à-dire, pour elle, il n'existe pas d'indécidabilité. Sinon, c'est clair, sinon, s'il existe une indécidabilité au réel pour Aristote, c'est clair, toute la métaphysique s'effondre. Mais moi, ce n'est pas une critique d'Aristote. L'an-delà, je Oui. ne peux pas critiquer Aristote en plus ça. Non, mais attendez, le propre d'un cours, c'est précisément d'être un laboratoire de pensée. Donc, on essaye des tentatives. Voilà, c'est juste que moi, je ne sais pas, certifier la vérité des propositions aristotéliciennes aujourd'hui. Clairement, une chose existe ou elle n'existe pas. Point. Je ne peux pas sortir de là. Et il n'y a pas moyen pour nous de trouver une situation intermédiaire où elle existerait sans exister. Ça paraît tellement logique en fait. C'est simple. S'il n'y a pas d'objet qui a la possibilité d'être vu, il n'y a rien qui est vu. S'il n'y a pas de sujet qui a la possibilité de voir, il n'y a rien qui est vu. Il faut qu'il y ait bien une relation entre les deux. Ça, c'est la conséquence. Voilà. C'est pas le présupposé, parce que justement, on pourrait le le critiquer sur ce présupposé, présupposé. D'accord. C'est la réponse que je vais donner à votre camarade. Oui. Alors, des questions en ligne. Putain, mais c'est chaud aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui là? Vous avez fumé avant d'entrer ou quoi là? Putain, mais... Puis en plus, vous êtes tous agressifs là. Je sais pas ce que je vous ai fait. Moi, je suis de bonne volonté, mais attends. Bon, allez, c'est bon. C'est parce que vous racontez des choses intéressantes. Bon, d'accord, merci. Au moins, il y a quelqu'un qui a. Merci.
Merci. Merci. Allez. Quand on voit quelque chose, quand on ne le voit plus, est-ce que c'est l'absence de vision ou l'absence... Je réponds oui. Là déjà, je réponds oui. Essayez. Désamorcer. Bon. Vous voulez faire la deuxième, comme ça, Oui, non, mais c'était... En fait, je vais vous dire, franchement, je vous ai répondu tout de suite pour vous piéger. Bah oui, c'est un problème avec les neurones, c'est que quand on est à fond dans le truc, et c'est comme ça qu'il y a des idées qui se perdent. C'est un peu dégueulasse ce que j'ai fait. c'est un creux dans le genre. Exactement, c'est l'expression qui allait me venir. Hein. C'est oui, d'accord, pouf, bon, d'accord. Suivant, d'accord. Bon, je réponds à votre question. Non, mais là, vraiment, vous me... Alors, mais je ne veux plus de discussion après. C'est pas intéressant, c'est... Donc, le problème, au départ, c'est de savoir qu'est-ce qui nous prouve, on est dans l'objection cartésienne, qu'est-ce qui nous prouve que des choses existent à l'extérieur de la vision que j'en ai. Ça va ? Bien. L'argument d'Aristote est à plusieurs niveaux, bien sûr. Je vois une chose, en acte, mais pour les raisons que j'ai vues, je lui prête aussi la possibilité d'exister en puissance et de manière continue, au-delà de la discontinuité actuée que j'ai de sa vision. D'accord ? La chose continue d'être visible au-delà de la perception que j'en ai. Alors, je fais le lien. Votre camarade disait, c'est Kant, c'est l'imagination. Eh bien, évidemment, si je considère que le lien ici, j'essaie de synthétiser, si je considère que le lien ici entre la perception actuelle que j'ai de la chose et son continuum dynamique en puissance est simplement scellé par l'imagination psychologique, je n'ai pas moyen, vous avez compris, d'accéder, je n'ai pas moyen d'accéder à la réalité objective de la chose. Si finalement je considère que cette table, enfin pour que tout le monde comprenne, si je considère que le point de vue que j'ai de cette table n'est qu'un point de vue partiel et qu'en fait, pouvant faire le tour de ce que je ne vois pas encore de la table, c'est l'imagination qui me permet d'attacher à cette vision actuelle de la table toutes les perceptions possibles que je peux avoir de la table. En fait, ce rapport ici entre la vision en acte et le visible en puissance n'est jamais qu'un rapport confié à mon imagination psychologique. Et là, manque de bol, je n'ai plus les moyens de sortir de mon imaginaire psychologique pour atteindre une réalité extérieure. Donc je suis mort. Et en un sens, le texte de l'imagination chez Sartre n'assure jamais de quelle façon je puis échapper et sortir de ma subjectivité pour atteindre, me persuader, philosophiquement parlant, de la réalité des choses. C'est en quoi la phénoménologie se heurte à ce sérieux problème. Problème cartésien. En fait, je mets au défi, bon, je m'avance peut-être beaucoup, mais je mets au défi la phénoménologie de nous assurer de l'existence des choses extérieures. C'est réussi. On a eu cours avec Lévi. Génial. Oui, je savais qu'il y avait une mine antipersonnelle sur laquelle, mais j'aimerais bien, dommage, j'ai pas pu assister à ce séminaire et j'aimerais bien relever ce défi. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, mais déjà dans l'ordre phénoménologique, dire qu'il y a de l'existence extérieure, c'est un présupposé métaphysique. Dès qu'on sort du périmètre de l'apparition, on est dans la métaphysique. Pour les... Donc le problème se pose pas. Il faut sortir. Non, au contraire, il faut rester dans le champ phénoménologique, dans ce périmètre de certitude, pour accéder à l'extériorité. Et comment il s'en sort avec Husserl, c'est compliqué, c'est sur le problème du donné, du prédonné, etc. etc. Il y a quelque chose dans la prédonation chez Husserl, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Dans le donné, autrement dit, un objet habité, coiffé par un sens intentionnel,
Ça, c'est le donné, mais il y a un pré-donné, ça veut dire quelque chose qui préexiste Mhm. à la donation intentionnelle. Ah, c'est génial. Ah, c'est compliqué, hein. Oui, oui. Et C'est le prédonné, prédonné. il vient d'où? Alors, il y a certains qui ont des mots comme affect, Ouais, c'est génial ça. il y en a qui ont des mots comme je sais pas, moi, arrêtez, je sais. Il y a des transcendances. Et d'où il vient le prédonné Est-ce alors? qu'il y a une transcendance Du prédonné du par rapport aux senti? données? Est-ce qu'il y a une transcendance du senti? C'est ça la question. Oui, ben c'est La question, d'accord, transcendance c'est le du problème. senti, oui, il y a lié. Oui, sans doute, il doit y en avoir un, ça, nous sommes certains, il doit y en avoir. Mais quel est son statut? Légitime? Chez Aristote en puissance, Non, mais on s'en fout d'Aristote. chez Giscard, je dirais qu'il résiste, c'est un résidu. C'est un résidu au sens intentionnel. C'est un truc c'est Heidegger, vous comprenez? C'est Heidegger, c'est l'insignifiance, c'est ce qui résiste à toute activité de l'être, vous comprenez? Voilà. Bon, Je suis très heureux. Alors, j'ai plus simple. Voilà. Donc là, du coup, je réponds à votre question. Je veux pouvoir éviter le recours à l'imagination psychologique. Et la seule solution que je puis proposer est la suivante. C'est que ce rapport entre la vision en acte et la vision en puissance est confié à un événement. Vous allez me dire, ouais, mais cet événement qui nous empêche de penser que c'est une imagination psychologique. Très bien. Cet événement a une structure logique, qui est celle-ci. Donc une structure tautologique. C'est allumé ou c'est éteint, c'est on ou off. D'accord? Il n'y a pas de solution intermédiaire entre les deux. Génial. Question. Cette structure disjonctive, tautologique, n'est pas déposable, n'est pas déposée dans l'acte lui-même de la vision. Cette structure de disjonction n'est pas non plus l'effet de l'imagination, ou alors on dit tout ou n'importe quoi. Et ça n'est pas structurellement cette disposition tautologique confiée à quelque image que ce soit, je m'en fiche, moi. Si P est une réalité ou P est une image, ça ne change rien. C'est cette structure-là, disjonctive, qui m'interpelle. Donc cette structure disjonctive n'est pas confiée à quelque image que ce soit, c'est en fait confiée à une structure logique qui n'est autre que celle de l'être. C'est en ce sens que le lien ici entre l'acte et la puissance est confié à autre chose qu'à de la perception. Avec ou sans imagination, je m'en moque. L'actualité perceptive n'est pas dépositrice, si l'on veut, de cette disjonction entre P ou non P. Ça relève d'un événement qui ne se laisse pas capter par quelque perception que ce soit. Là, on n'est plus dans une structure perceptive. C'est en quoi je me déprends d'un schéma phénoménologique. Là, je ne suis plus dans une structure perceptive. Je suis dans une structure qui est une structure logique. Et c'est la structure de l'être. C'est une structure qui ne peut être confiée qu'à l'être. C'est pourquoi je dis, il n'existe pas de statut, j'ai envie de dire, probabiliste ou statique dans l'être, parce que l'être n'est pas gardien d'une quelconque indécidabilité. Les choses existent ou n'existent pas. Et il n'y a pas de situation d'existence d'une situation indécidable. L'indécidabilité, elle relève, si je puis dire, de nos structures langagères. C'est le thème du barbier de Russell, vous savez. Il existe dans un village un barbier qui ne rase que ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes. Question, se rase-t-il lui-même? Ah, problème, est-ce qu'il existe ton barbier? Dans le domaine de l'existence, il n'existe pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de statut existentiel d'un barbier indécidable, qui à la fois se raserait et en même temps ne se raserait pas. La réalité est pliée au principe de non-contradiction. C'est un jeu d'esprit. Mais je vous défie
de me donner la photographie de ce barbier. Porte-t-il une barbe ou n'en porte-t-il pas? Et où crèche-t-il? Très intéressant. C'est la raison pour laquelle, alors effectivement, en logique, par exemple, dans le domaine de la science, on est confronté à des aspects d'indécidabilité, mais qui n'interpellent que l'insuffisance de nos formules, l'insuffisance de nos théorèmes, l'insuffisance de nos expériences. Et c'est ça qui excite bien sûr le scientifique, c'est-à-dire que, en fait, non, on sait bien que la nature ne peut pas rester indécidable. Donc il y a une solution dont la nature, je dirais, se réserve bien évidemment le privilège, et que nous avons charge de trouver, quitte à modifier bien évidemment nos théorèmes. Mais jamais personne ne va en rester à dire la situation est indécidable. Regardez par exemple, pour ne prendre que cet exemple, dans la relativité restreinte. Le problème qui s'est posé très vite après les expériences de Michelson-Morley, que la vitesse de la lumière n'était pas composable, c'est un sérieux problème. La vitesse de la lumière reste toujours la même, quel que soit le déplacement de mon référent. Ça obligeait Einstein à envisager qu'il pouvait y avoir, à ce moment-là, une modification de l'espace et du temps, une contraction de l'espace et du temps selon l'accélération, selon mon référentiel en accélération. Autrement dit, il a bien fallu à un moment donné faire bouger des lignes et renoncer par exemple à l'universalité canonique et je dirais définitive d'un espace-temps comme forme, je dirais a priori, non pas de la sensibilité, mais cette fois-ci du réel. Donc il a fallu péter en quelque sorte le schéma newtonien d'un espace-temps universel, uniforme, tout ce qu'on voudra, de l'univers. Je ne pouvais pas en rester à une situation, comment dirais-je, d'indécidabilité sur le terrain du réel. Il a bien fallu qu'à un moment donné, nous fassions bouger un certain nombre de lignes. Sinon, alors, on allait au-devant d'une véritable catastrophe dans le domaine de la physique. Et de considérer, par exemple, qu'une vitesse peut être indéfiniment composable. C'est-à-dire qu'on peut toujours rajouter de la vitesse à de la vitesse indéfiniment. Ce qui est un non-sens au niveau de la physique. Ce qui est déjà une contradiction au niveau logique. Leibniz l'avait rappelé, on ne peut pas parler de vitesse infinie. Ça ne veut rien dire. Et qu'est-ce qu'on fait avec les principes d'incertitude de Heisenberg, par exemple? J'attendais celle-là. Quoi? Il passe ou il passe pas par le trou, la petite particule? Ah, vous m'embêtez. Non, mais bon, c'est peut-être un problème de langage. Non, mais ça peut être toujours le même problème de l'incapacité de comprendre les éléments naturels, Non. dont on n'a pas encore découvert les Ça propriétés peut être un problème de fondamentales langage, mais pas. qui gouvernent. C'est un problème peut-être de langage, parce qu'on ne décrit pas. Vous avez sur Wikipédia le principe d'incertitude. Non, d'ailleurs, je l'ai évoqué dans mon cours, mais dans mon travail, mais je ne l'ai pas ici. Très honnêtement, voilà, j'ai essayé de montrer en quoi le principe d'Heisenberg pouvait répondre à une structure tautologique. Ah. Mais bon, voilà, c'est une très bonne question. Bon, c'est pour ça que je l'écris, pour ne plus avoir à y revenir par la suite, parce que je ne peux pas garder tout ça, c'est plus possible que je le perde de vue, quoi, à un moment donné. Mais si ça vous intéresse, j'en reparlerai, j'essaierai d'en reparler la prochaine fois, quoi. J'ai une question de logique, à mon avis la réponse est très courte. En quoi les parties de l'infini sont elles-mêmes infinies? Non, je laisse ça de côté. Là, je laisse ça de côté. Pour Aristote, ça ne veut rien dire. C'est une absurdité. Il ne peut pas y avoir d'infini en acte. Là, ça, c'est clair. Oui. J'ai juste un problème avec quelque chose que tout le monde dit vrai, mais que moi j'ai jamais vu. Est-ce que c'est invisible en puissance ou en acte? Une vision en puissance ou en acte. La Lune, tout le monde dit qu'elle existe, mais moi je l'ai jamais vue. Alors, quelle réalité elle a pour moi? J'ai pas compris. Je suis désolé. Parce que vous dites qu'il y a la vision et les visibles. C'est deux choses différentes. Tout le monde a déjà vu la Lune, mais moi personnellement je ne l'ai jamais vue. Alors, elle existe comment pour moi?
Bon, bah, ok, d'accord. Ok, bon, c'est plus simple. Je l'ai effacé, c'était le schéma tout à l'heure. Elle existe pour vous sous forme d'opinion. C'est-à-dire, vous vous rangez à l'avis de tous. Et vous faites l'opinion de l'existence de la Lune. Alors même que vous ne l'avez pas vue. C'est tout. Ben, en fait, ça ne fait que confirmer ce qu'on a dit. C'est-à-dire la distinction entre la chose vue, elle-même, et le jugement que j'en ai. Et Dieu sait si dans le domaine de la science, on apprend, vous voyez Bachelard, continuellement à réviser à la baisse ces opinions que nous avons d'un certain nombre de choses que nous croyons exister, lors même qu'elles n'ont pas été vérifiées. C'est tout. Donc, j'allais dire, le statut existentiel de la Lune, à supposer que vous ne l'ayez jamais vu, ce n'est rien d'autre qu'un statut opinatif, on pourrait dire. C'est tout. Je vois pas de problème là. Vous attendez un beau jour, par un ciel dégagé, de tomber sur la pleine lune et dire ah oui, en effet, là, ça existe. C'est tout. Pour l'instant, ça vous a jamais. Non, c'est dans le schéma précédent. Oui. Et quand je regarde un film. Et alors? Je regarde une image qui n'a pas de grandeur ni d'étendue. Oui. Enfin, oui, si on veut, oui. Non, vous ne regardez pas l'image qui n'a pas de grandeur. Vous regardez un film, vous regardez des choses qui ont une grandeur, qui ont une taille, tout ce qu'on voudra. D'accord. Mais, comment dirais-je, la perception que vous avez de ce que vous voyez n'a pas, elle, cette perception dans votre âme, quelque grandeur que ce soit. De sorte qu'il n'y a pas de mise en abîme à l'infini, je dirais, de l'image de la grandeur que j'ai de l'image de la grandeur, de l'image de la grandeur que j'ai de l'image de la grandeur de la chose vue. Voilà, c'est clair. C'est pour ça que je vois un film au cinéma et je sais quitter la salle sans me poser la question de savoir si la salle est bien réelle ou pas, quoi. Dites donc, je ne pensais pas que ça chaufferait autant sur cette question. Non, mais d'accord, je comprends que... Enfin, l'autre avec sa donnée et ses prédonnées, un peu comme ça, indéfiniment, avoir des prédonnées de prédonnées aussi. Donc, je suis méchant en disant ça. Enfin... Bien, est-ce que je peux avancer? Finalement, je m'étais dit, je ferai que 2 heures de cours, mais je me demande si je... Bon, bref, s'il n'y a pas quelque chose de démoniaque qui me dit tu devrais faire 1 heure supplémentaire. Enfin bon, j'ai déjà trop abusé de vous, donc je n'ai pas envie d'insister. Alors, bien, je rappellerai donc que, dans son traité de l'âme, Aristote, je rappelle, donc revendique le parallèle entre la sensation et l'intellection. Livre 3, chapitre 4, 429a, 13, 18. Donc nous, ce qui nous intéresse, donc je propose de quitter la perception à ce niveau et de m'attacher plus exactement du coup à l'entrée en scène de la métaphysique. Donc ce qui m'intéresse, c'est, m'aidant de cette comparaison, l'appliquer à l'intellection, puisque Aristote revendique ce parallèle. Bien. Eh bien, là aussi, puisque le parallèle l'exige, il doit y avoir une connaturalité entre la pensée et l'être. Au même titre qu'il y a donc une connaturalité entre la vision lourdement subjective et le visible objectif. D'accord? Clairement, donc, pour Aristote, on ne pense pas sans objet. Ça marche. Là, on est d'accord. Le problème, et là, le problème est de taille, c'est que pour l'intellect, nous ne disposons pas
si je puis dire, d'un travail identique à celui que nous permettait l'imagination. Autrement dit, si l'intellect s'identifie à ces intelligibles, donc je parlerai ici d'intellect et là d'intelligible, c'est pareil. Si l'intellect s'identifie quand il connaît quelque chose, quand il sait quelque chose, si l'intellect s'identifie à ces intelligibles innombrables, à quelle activité à quelle activité spécifique allons-nous reporter le fait de penser? La question est des plus redoutables. La pensée pense-t-elle quelque chose quand elle pense? Alors, nous avons bien des démonstrations, ou des indications, que la pensée pense des tas de choses. Oui, elle peut penser des objets mathématiques, elle peut penser des objets physiques, elle peut penser des questions économiques, elle peut penser des enjeux sociaux, tout ce qu'on voudra, etc. Mais la question, c'est de savoir, y a-t-il moyen pour la pensée de transcender, de s'élever au-delà de ces intelligibles particuliers qu'elle pense? Et c'est ça l'enjeu. Si vous voulez, de même que pour la vision, l'enjeu était d'accéder au continu visible, de même pour l'intellection, l'enjeu est-il de s'élever pour l'intelligence à la totalité des intelligibles? Et est-ce que la totalité de quelque chose intelligible est une ambition légitime à l'intelligence? Ou cette totalité n'est-elle finalement qu'un mot vide? Y a-t-il moyen pour l'intelligence de transcender les activités particulières de chacune des disciplines que nous connaissons, y compris de celles qui n'ont pas encore vu le jour? Ou bien l'intelligence se limite-t-elle purement et simplement à une pratique bornée à tel objet instruit? Et si c'est le cas, c'en est fait définitivement des ambitions métaphysiques, vous comprenez? C'est compris? Aristote essayait de penser la possibilité de voir du visible continu qui n'était pas intégralement donné dans la vision actuelle que j'en ai. Eh bien là, c'est exactement pareil. Aristote s'efforce de, comment dirais-je, penser l'intelligible qui n'est pas intégralement donné dans une discipline limitée à son actualité propre. Penser cet intelligible qui n'est pas limité à un intelligible borné, c'est l'ambition métaphysique. Mais cette science, qu'on appellera la métaphysique, ou que plus exactement, puisque le mot métaphysique n'existe pas chez Aristote, qu'Aristote nomme proté-philosophia, c'est-à-dire la philosophie première, n'est pas encore une science acquise, c'est une science à constituer. Et rien ne dit que ça marche. Donc la question est des plus redoutables car elle nous condamnerait en fait à borner l'expérience du savoir et de la pensée à autant de pratiques disciplinaires et qui d'ailleurs n'auraient guère de lien entre elles et peut-être pire donc à renoncer à toute métaphysique, c'est-à-dire à renoncer à l'ambition en quelque sorte que la pensée aurait de se hisser en surplomb critique de tout savoir, y compris à se hisser en surplomb critique d'elle-même. Donc l'affaire n'est pas mince.
l'ambition de la philosophie première n'est rien de moins que offrir à la pensée les conditions de s'établir en surveillance totale d'elle-même. Est-ce que c'est compris? Donc de s'élever en fait à la totalité de l'intelligible. Pas à la totalité des choses intelligibles, mais à la totalité de l'intelligible. Ça va? Oui, question, c'est bon, non? Mais juste dans ces cas-là, si en gros la pensée se flique elle-même, ou bien ce qui va fliquer la pensée qui flique la pensée? Je n'ai pas entendu. Si la pensée Se flique elle-même. se clique? Dans le sens, si elle Ah. s'observe elle-même, Ah, d'accord. qu'elle prend du surplomb, du recul sur elle-même, qu'est-ce qui va prendre du recul et du surplomb Ah, ça sur peut elle-même? arriver, ça. Prend du recul et du Justement. Il n'y a que Dieu qui fait ça. Justement. Il est. C'est pour ça que l'idée qui commence à se faire jour chez Aristote, c'est que au même instant que la pensée doit être établie en vigilance d'elle-même, elle doit pouvoir également se constituer un objet qui lui permette de vérifier cette vigilance ou cette surveillance d'elle-même. Elle ne peut établir de surveillance d'elle-même qu'au contact d'un objet, et qui soit l'objet, j'allais dire, le plus large de tous. J'ai nommé l'être. Donc, je dirais, le point de rencontre, si je puis dire, et de vigilance de la pensée avec elle-même, c'est le moment où la pensée est capable de parler, je dirais, le plus authentiquement que faire se peut de l'être. Donc c'est, en fait, la question de l'autosurveillance de la pensée par elle-même n'est autre que celle de savoir quel objet convient-il à la pensée de se proposer et qui permette à la pensée de s'établir en réflexion ou en réflexivité d'elle-même. J'ai répondu, c'est la question de l'être. C'est à propos de l'être que la pensée peut être établie en surveillance de soi. Voilà la réponse. De sorte qu'on évite cette régression à l'infini et ce soupçon perpétuel porté sur la pensée. Pourtant, Voilà. quand on dit le divin, c'est-à-dire la pensée qui se pense elle-même, quand on dit il faut s'élever au théorétique, c'est-à-dire la façon dont la pensée se pense elle-même, là on est au carrefour entre l'être et le divin. Or vous avez l'année dernière bien distingué les deux. À chaque fois. La différence, c'est que, attendez, bon, ne doutons pas, je m'en sors comme ça. Donc voilà, Éthique à Nicomaque, livre 10. Ne doutons pas une seconde, ou Métaphysique, livre Lambda 7. Ne doutons pas qu'à la mesure divine, à la mesure de Dieu, la pensée puisse se penser elle-même. Mais le problème, c'est pour nous, qui ne sommes pas Dieu, qui ne sommes pas des dieux, c'est-à-dire quel accès aurions-nous ou avons-nous à une pensée posée en surveillance d'elle-même? Que la pensée de l'être soit entièrement intégrée dans l'entendement divin ou dans l'intellect en acte divin, Aristote n'élève là-dessus aucune objection. Le problème pour nous, c'est la métaphysique, c'est-à-dire comment, à notre faible mesure, pouvons-nous, nous aussi, prétendre autant que possible à une vie divine. Et cette vie divine, en fait, n'est rien d'autre que la vie spéculative. Sinon, je n'ai pas d'autre possibilité. C'est-à-dire, finalement, renoncer à ce savoir excellent qui est un savoir divin, pour finalement limiter l'exercice de mon intelligence à la pratique scientifique, aux pratiques scientifiques, aussi distinctes et, je dirais, incompréhensibles qu'elles puissent être les unes aux autres. Autrement dit, je n'ai plus de savoir, je n'ai plus d'exercice de la pensée. Nous pouvons faire des hommes savants, mais qui ne pensent pas. Et c'est le défi de notre culture contemporaine. Nous pouvons avoir des gens extrêmement savants et une technologie à des domaines différents extrêmement poussés,
mais dans laquelle, finalement, l'exercice de l'intellectualité ou l'exercice de la pensée ne retrouve jamais précisément ses marques. Ne vous étonnez pas qu'à ce moment-là, la pensée et la conscience soient confiées, je dirais, à toutes les sollicitations fanatiques qui entourent et menacent, bien évidemment, notre monde ou notre culture rationnelle. Voilà, justement par défaut de pensée. Il faut pouvoir confier l'homme, il faut que l'homme puisse se confier à sa propre pensée, et donc qu'il puisse ambitionner un horizon métaphysique. C'est à ce niveau que le problème se pose. Comprenez bien, le problème de l'être, le problème de la pensée établie en surveillance d'elle-même, elle ne se pose certainement pas pour Dieu, ça nous sommes d'accord. Elle se pose pour nous. Ce qui veut dire en clair que ce n'est pas nous qui portons le destin de l'être. L'homme, ce n'est pas le berger de l'être. Il y en a un autre qui veille au grain. Nous, on est dans le troupeau, j'ai envie de dire. Oui. Est-ce que l'attitude sceptique peut être aussi une manière aussi d'avoir une forme de vigilance sur ce que peut... L'attitude sceptique ? Non, parce qu'il existe une vérité. Il y a une vérité. Ça, c'est Epsilon 4, l'être comme vrai. Donc il n'est plus possible, il n'est plus permis à ce moment-là d'avoir une attitude sceptique. On est d'accord que l'attitude sceptique a permis aussi de mettre en place des bases réelles, c'est-à-dire que... Ah, j'en doute, c'est qu'à le dire. J'en doute, c'est qu'à le dire. Pour autant, quand on voit par exemple Descartes qui a fait finalement toute sa philosophie sur... Attendez. Sur le fameux... Non, exactement. Non, l'attitude cartésienne n'est pas une attitude sceptique. Ah non, moi je dirais que c'est une attitude critique. C'est pas un scepticisme, justement, attention. Non. Le scepticisme, on l'a chez les pyrrhoniens, par exemple. Mais, je veux dire, quelles conditions du savoir permettent-ils ? Aucun. La remise en question, justement. Ah bah oui, mais non, mais c'est pas une condition. C'est intéressant, c'est parce que ça travaille finalement la Peut-être, à la connaissance. Peut-être, mais ce n'est pas une condition de savoir. Descartes, il arrive bien à l'idée claire et distincte. Ça, c'est une condition de savoir. C'est un critérium suffisant de vérité. Ouais, c'est complètement différent. Je veux dire, le scepticisme, je dirais, est à laisser ou à compter au nombre de ces tentatives spéculatives, je le dis, avortées. Avortées, c'est-à-dire qui n'ont jamais abouti. On peut parler de ce point de vue-là, je dirais. Oui, disons-le, si Aristote n'est pas sceptique, c'est précisément qu'il y a des philosophies en échec, en impasse. Je dirais, comme figure de philosophie en échec, eh bien la plus grande expression, si je puis dire, du scepticisme, si on l'adaptait à la pensée aristotélicienne, c'est finalement le relativisme de Protagoras. Voilà une belle pensée en échec. Voilà une belle philosophie qui n'a jamais été rien d'autre qu'une pensée avortée, jamais parvenue à son terme. Et qui, à un moment donné, s'est délestée de la surveillance de soi, d'elle-même. Ça veut dire quoi, une pensée qui se pense elle-même ? C'est une pensée qui est toujours établie, je dirais, ou qui est toujours aux prises avec ses propres exigences et ses propres difficultés. Je vais en donner un exemple tout de suite. D'accord ? Alors, je prends un exemple. Justement, voilà, je rebondis sur votre remarque. Je prends un exemple. Donc, l'exemple est tiré du livre Bêta, chapitre 2, 996b 25, 997a 14. Alors, le passage est un peu difficile. Bon, je vais le lire. 996b 25 jusqu'à 997a 14. Bêta 2. Mais de plus, il peut aussi y avoir contestation sur le point de savoir s'il revient à une seule science ou à plusieurs de traiter des principes démonstratifs. J'appelle principes démonstratifs les opinions communes à partir desquelles tous font les démonstrations. Par exemple,
que toute chose est nécessairement ou affirmée ou niée, qu'il est impossible d'être et de ne pas être en même temps, et toutes les autres prémices de cette sorte. S'il y a, donc la question est de savoir, donc s'il y a une seule science de ces prémices et de la substance, ou deux, et si ce n'est pas une seule science, laquelle des deux faut-il désigner comme celle qui est recherchée maintenant? Alors, je m'arrête pour le moment sur cette première question. Donc oui, 124 dans le dernier Flammarion. C'est plus prosaïque. Donc, voyez la question que pose Aristote. Alors, elle est très importante et elle passe quasi inaperçue. La science des premiers principes est-elle identique ou différente de celle de la substance, c'est-à-dire de l'être? C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut lire. Le texte, il donne comme ça la question de savoir s'il y a une seule science de ces prémices et de la substance, ou deux. Et si, blablabla. Bla bla. Donc on lit ici science des prémices et de la substance comme allant de pair. Mais non, justement, y a-t-il une science des principes et de la substance, comprenez du réel ou de l'être, ou y a-t-il deux sciences, l'une pour les premiers principes, l'autre pour l'être? C'est là qu'il y a un problème. Si il y a deux sciences distinctes, la pensée se trouvera ainsi perpétuellement jetée ou rejetée en dehors de l'être. J'aurais une pensée qui voudrait penser la différence entre la pensée et l'être. Bon, il suffit tout simplement de reproduire le schéma à l'infini. Donc, ces deux sciences ne peuvent pas être différentes. Si elles sont au contraire identiques, voilà, retarte à la crème, comment être sûr que lorsque nous pensons bien quelque chose, en plus de notre pensée, et que nous avons une prise quelconque sur l'être. Voilà, dès le départ, on est confronté à ce problème. Cette aporie réclame, alors, la suite du passage, 996b 33. Toujours pareil, hein, c'est la suite. Donc la question de savoir s'il y a une seule science de ces prémices, donc de ces principes premiers et de la substance, ou deux, et si ce n'est pas une seule science, laquelle des deux faut-il désigner comme celle qui est recherchée maintenant, c'est-à-dire celle qui va avoir notre faveur, quoi, cette proté philosophia. Alors, la suite est très embarrassante. Il n'est pas raisonnable, bien sûr, de dire que c'est une seule science, car en quoi la compréhension de ces principes est-elle propre à la géométrie plutôt qu'à n'importe quelle science? On a du mal à saisir. Donc, si c'est indifféremment le propre de n'importe quelle science, et s'il n'est pas possible que ce soit le propre de toutes, non plus qu'aux autres sciences, la connaissance de ces principes n'est propre à celle qui acquiert la connaissance des substances. Mais en même temps, de quelle manière y aura-t-il science de ces principes? Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Bien. L'aporie. Ah, vous devez... Vous savez qui Non? pas une maladie, on doit faire quelque chose même. C'est dans les cordes philosophiques. C'est un truc important. Ah. La collaboration entre les Et ça consiste en quoi? Non, mais que je sache. On va donner une sorte de cours de philo à des collégiens, en fait. D'accord. Vous demanderez à Madame Bouvier les cordes philosophiques. Elle était censée vous envoyer un mail. Non, mais elle me l'a peut-être envoyé, mais j'ai pas... bon, j'ai pas fait attention. Bon, ben, d'accord. Okay. Bon, c'est un peu dommage pour le cours. Donc, oui, cette aporie, cette opposition, enfin, cette question quant à savoir si je dois confier une seule et même science, la science des principes et la science de l'être, cette aporie
oblige la donc, nécessité de distinguer entre, d'un côté, la science de la pensée et la science de l'être. D'accord? Cette aporie, elle induit la nécessité de distinguer entre la science de la pensée et la science de l'être. Le texte dit « Il n'est pas raisonnable de confier, en fait, cet examen à la seule géométrie. » C'est ça que veut dire ce passage. « Il n'est pas raisonnable de confier cet examen à la seule géométrie. » Pour le motif, c'est là qu'il faut lire entre les lignes, hein, quand il dit « Il n'est pas raisonnable, bien sûr, de dire que c'est une seule science. » Donc, que c'est une seule science, car en quoi la compréhension de ces principes est-elle propre à la géométrie plutôt qu'à n'importe quelle science? Bon. En fait, Aristote voulait prévenir de ceci. La science de l'être et la science des premiers principes ne peuvent pas, ces deux sciences, prétendre avoir déjà été effectuées au bénéfice de la seule géométrie. C'est ça qu'il veut vous dire. Au bénéfice de la seule géométrie. Pourquoi? Parce qu'il y a tout lieu de penser que l'usage de la rationalité dépasse en tout point la pratique mathématique. Autrement dit, cette science qui est à chercher des premiers principes et de l'être, bien évidemment, est hors configuration géométrique. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Autrement dit, c'est une science à constituer. C'est une science à venir. Elle n'est pas déjà existante. Elle est à mettre sur pied. D'accord? On est sur le terrain de l'élaboration, ici, pour Aristote. Je continue. Donc, si c'est indifféremment le propre de n'importe quelle science, et s'il n'est pas possible que ce soit le propre de toutes, donc toutes les sciences ne peuvent pas prétendre à cet enjeu spéculatif qui est le nôtre, à savoir d'une pensée qui se pense et d'une pensée de l'être. Non plus qu'aux autres sciences, la connaissance de ces principes n'est propre à celle qui acquiert la connaissance des substances. Donc, la connaissance des substances, ici, évidemment, il faut lire entre les lignes. La connaissance des substances, ce n'est pas la connaissance de la substance, c'est-à-dire la connaissance de l'être. La connaissance des substances, il faut comprendre, c'est la connaissance des substances sensibles, c'est-à-dire la physique. Mais en même temps, de quelle manière y aurait-il science de ces principes? Car même dans ces conditions, nous prenons connaissance de ce que chacun d'eux se trouve être. En tout cas, d'autres arts aussi s'en servent comme de choses connues. Bon, la connaissance des premiers principes ne peut donc être limitée à aucune science particulière, on l'a compris. Or, s'il y a une science démonstrative des principes, il faudra qu'un genre soit substrat et que les uns soient des propriétés, les autres des axiomes. En effet, il est impossible qu'il y ait démonstration de tous, car nécessairement la démonstration à un point de départ porte sur un objet et est démonstration de certaines choses. D'où il résulte qu'il y a un genre unique de toutes les choses démontrées, car toutes les sciences démonstratives se servent des axiomes. En clair, pour le dire simplement, il doit bien y avoir un dénominateur commun, je dirais, à tous les principes rationnels. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible que des vérités différentes campent éternellement sur leur distinction ou leur incommunicabilité. Des vérités distinctes ont malgré tout, en fait, des propriétés communes, ne serait-ce que d'être vraies. À nous de voir quelle est la marque de fabrique, je dirais, de cette réalité commune à toutes les vérités distinctes. Il doit bien y avoir des principes communs, aussi bien à la physique qu'à la mathématique, qu'à la géométrie, qu'à l'économie. Il doit bien y avoir des principes communs qui rendent possible, finalement, une science des premiers principes. C'est quoi les premiers principes? On va voir. Donc, quel intelligible, donc je rebondis sur ma question,
Quel intelligible est-il suffisamment digne à la fois de faire penser la pensée sur elle-même? Serait-ce le nombre? Serait-ce le divin? Serait-ce la nature? Serait-ce la mort? Alors je reprends ici la comparaison avec le schéma qui précède. Je vais le faire là. Donc j'ai l'intellect, j'ai l'intelligible, ici, j'ai pas de diaphane correspondant, je sais pas trop ce que je vais pouvoir mettre. En tout cas là, il y aura un élément commun, pareil ici, qui va renvoyer donc à une pensée en acte, actualisée par point d'interrogation, je ne sais pas, et une pensée en puissance, ou un intelligible, une pensée en puissance, si on veut, d'accord, c'est-à-dire qui n'est pas encore pensé, hein, le non-pensé, le non encore pensé. Donc, quel sera cet élément commun évoqué à propos de la vision et que nous avons désigné comme étant le diaphane, et comparativement, quel sera l'équivalent du feu qui produit l'alternative entre quelque chose qui est pensé et quelque chose qui n'est pas pensé. D'accord ? C'est ce que nous cherchons. Eh bien, ouais, je vais passer ça parce que c'est peut-être un peu long. Si nous poursuivons cette analogie, j'essaie de voir si j'oublie pas quelque chose au passage. Hein, l'enjeu est de trouver ce dénominateur commun qui à la fois collecte tous les intelligibles ensemble, donc tout ce qui pourra être pensé, et simultanément qui garantissent... Alors, voyez, je récupère le propos. L'enjeu est désormais de trouver ce dénominateur commun qui à la fois collecte tous les intelligibles ensemble et en même temps qui garantissent la fonction intellectuelle dans sa propre cohérence. Bref, trouver une formule qui permettent à l'intellect de conférer à l'intelligible ses droits, tout en ne se contredisant pas dans ce qu'il pense. Hein? Et bien voilà, trouver une formule qui permette à l'intellect de conférer à l'intelligibilité ses droits, tout en ne se contredisant pas dans ce qu'il pense, cette formule est le principe de non-contradiction. Donc, livre Kappa 5, chapitre 5, 1061b 34, 1062a 1. Donc voilà le passage. Il y a dans les êtres, un principe à propos duquel on ne peut être dans l'erreur, et on a envie de dire un et un seul principe à propos duquel on ne peut être dans l'erreur, mais à propos duquel il est nécessaire de faire toujours le contraire. J'entends par là dire le vrai, c'est qu'il n'est pas possible que la même chose en un seul et même temps soit et ne soit pas, et il en va de même des autres opposés. C'est le principe fondamental de toute la métaphysique. C'est lui qui est l'équivalent du feu. Ici, la structure alternative ou tautologique. De deux choses l'une, ou bien P ou non P. C'est l'application de ce principe qui vous permet d'assurer, lorsque vous l'appliquez, qu'une pensée est pensée.
et pensante, par opposition à ce qui n'est pas encore pensé, tant que ce principe, là, le feu, si l'on veut, le principe discriminant, ne lui est pas encore appliqué. Donc, lorsque quelque chose d'intellectuel se propose à votre réflexion, mais que vous n'êtes pas encore en mesure, donc ça passe ou non par le trou, que vous n'êtes pas encore en mesure de lui donner une lecture tautologique, on peut dire que vous ne pensez pas la chose. Ça ne veut pas dire que la chose n'est pas pensable, mais ça veut dire qu'il faut trouver le moyen, la brèche, pour lui appliquer le principe de non-contradiction. Donc, la pensée n'est possible qu'à la condition de vérifier à chaque pas l'étendue de ce principe de non-contradiction. C'est ça, sa mesure ultime. Et qui sera, bien évidemment, du coup, vous avez compris, la mesure de l'être. Puisque je ne peux pas reléguer l'être à quelque chose qui échapperait, je dirais, à une structure tautologique. Pour la simple raison, c'est que je ne le penserai pas. C'est le point de naissance, c'est l'acte de naissance de la métaphysique. De l'être et de l'existence aussi. Là, pour l'instant, je ne fais pas la différence. Pour l'instant, je ne fais pas la différence. Est-ce que c'est compris? Alors, ah oui, d'accord, j'allais dire ça sonne. Vieux réflexe. Ok, bon, écoutez, d'accord. Donc, retenons cette idée sur laquelle donc, je reprendrai le cours de la dernière fois. L'actualisation de cette connaturalité entre l'intellection et l'intelligible, c'est l'unité pensée du principe de non-contradiction. Je reviendrai là-dessus la dernière fois. Alors, on se voit mardi prochain, même si c'est les vacances, enfin pour nous. Ah non, pour nous non, pour le lycée oui. Oui, enfin, donc on se revoit mardi prochain. Ok, d'accord. Oui, pardon, alors excusez-moi, j'ai eu... donc il y a des élèves qui sont arrivés en retard, que j'essaie de voir. Bousquet n'est pas venu, voilà. FKya non plus, Guerme non plus, Guerme non plus, Guerme non plus, Guerme non plus.